À la fin de la guerre froide, il y avait des événements vraiment sismiques qui ne se reproduiront pas à l'avenir. John, comment pourriez-vous commenter l'idée que le ralentissement de la croissance du commerce est lié à l'intégration globale? C'est une bonne question. Au cours des 5 dernières années, la croissance du commerce a été au niveau de moins de 3% par an, ce qui correspondait à la croissance du PIB mondial. Cela contraste fortement avec les données de la période précédant la crise de 2008, où pendant environ 15 ans, la croissance du commerce a été 2 fois plus rapide que la croissance du PIB. Elle était au niveau de 6-7% par an par rapport à 3% par an qu'on observe aujourd'hui. Quand le commerce progresse plus rapidement que l'économie mondiale, c'est un signe clair de l'intégration, de ce que les économies des pays deviennent de plus en plus liées et interliées. Et lorsque la croissance est si stable, on peut conclure que l'intégration s'est arrêtée. Elle reste au même niveau ou même se ralentit. Au moins, c'est ce que les chiffres nous montrent. Si l'intégration s'est arrêtée, est-ce qu'il y a des facteurs structurels qui mènent à la désintégration dans le monde? Il existe plusieurs théories. La première dit que ce n'est qu'une pause, une conséquence logique de la crise financière mondiale de 2008 et de la récession dramatique. Et qu'après cette période du ralentissement, l'intégration devrait s'accélérer et prendre à nouveau le chemin de la croissance que nous avons vu avant la crise de 2008. Et il y a d'autres théories. Certains disent par exemple que le ralentissement de l'intégration est lié au ralentissement du développement du concept de réseau de production, ce que nous appelons la chaîne de valeur mondiale, quand les sociétés restructurent et divisent leur système de production et de distribution afin de les disperser autour du globe, les installer dans les régions où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas ou dans les régions avec les meilleures technologies. Et donc, ce processus s'est arrêté. Si les années 90 ont été caractérisées par l'offshoring et l'externalisation, maintenant nous voyons le reshoring. Les entreprises ramènent la production dans leur pays. Cela est probablement lié au développement de l'informatique et de la robotique. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins d'intérêt financier d'aller dans les pays avec des coûts de main-d'œuvre bas. Une autre théorie prétend que nous avons déjà vu un fort bond de l'intégration. Il ne faut pas oublier que les chiffres que nous avons vus avant les crises financières, quand le taux de croissance du commerce était de 6-7% par an, reflétaient de grands changements géopolitiques dans le monde. À la fin des années 90, on a vu la fin de la guerre froide. L'Union soviétique a éclaté en plusieurs morceaux qui essayaient de rejoindre l'économie mondiale. Et c'était la Chine qui représentait évidemment le principal facteur, parce que son économie fermée, tournée vers l'intérieur, est devenue une économie ouverte tournée vers l'extérieur. Mais il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Nous n'avons pas une autre Chine. Donc ces événements ne pourront pas se reproduire. Donc les chiffres de commerce qu'on a vus dans les années 90 reflétaient l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. Une préoccupation encore plus profonde est liée au protectionnisme rampant. L'enthousiasme initial que nous avons observé par rapport à la libéralisation du commerce, à la libéralisation des flux d'investissement et à l'intégration s'affaiblit. Et le gouvernement impose une série de politiques micro-protectionnistes qui empêchent le développement du commerce. Donc ce sont les théories sur la désintégration. Il y a beaucoup de théories, comme vous avez déjà dit. Mais est-ce qu'il y a une théorie qui, d'après vous, soit plus valable que les autres? À mon avis, il ne faut pas exagérer des facteurs de crainte. Je pense qu'il est important de considérer les choses dans une perspective à long terme. Même si nous sommes actuellement dans une phase d'une croissance du commerce relativement lente, je pense que nous devons analyser 2 décades précédentes pour voir des facteurs particuliers. Il faut par exemple prendre en compte le phénomène de la Chine, la fin de la guerre froide. C'étaient des événements vraiment sismiques qui ne se reproduiront pas à l'avenir. Nous allons voir d'autres chocs pareils à ceux que nous avons vus en Afrique et dans certaines parties de l'Amérique latine. Les économies africaines essaient de s'intégrer entre elles et de rejoindre ces réseaux de production mondialisés dont nous avons parlé. Cela pourrait devenir la deuxième Chine ou la deuxième vague de l'intégration. Mais l'effet ne sera pas aussi important que celui de la Chine, avec la population de 1,2 milliard d'habitants, dont l'économie fermée s'est soudainement ouverte et a commencé à s'intégrer. Et pour conclure, est-ce que les méthodes actuelles de mesurer la mondialisation sont efficaces? C'est une bonne question, Sam. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mesurer les flux du commerce aussi bien que nous le faisions il y a 20-30 ans.
Et ce n'est pas parce que nous travaillons moins dur. Cela est lié au fait que la nature de l'activité économique a changé. Il est relativement facile, pas très facile mais relativement facile, de contrôler les mouvements des objets physiques à travers les frontières. Et il est beaucoup plus difficile de mesurer le flux des produits numériques à travers les frontières. Chaque jour, sur nos téléphones portables et nos ordinateurs, nous utilisons Google pour trouver une information nécessaire. Et c'est une sorte de commerce de l'information. C'est-à-dire vous échangez de l'information et des services dans le réseau mondial. Et c'est difficile de le mesurer, car ce commerce est invisible. En plus, le moteur de recherche Google, par exemple, a une valeur, mais n'a pas de valeur monétaire, parce qu'il est gratuit. Donc, chaque jour, nous faisons beaucoup de choses dans le domaine du commerce numérisé. L'e-commerce en est un bon exemple. Vous pouvez commander et acheter quelque chose sur Amazon, ou télécharger les musiques et des films sur Netflix. Et cela n'a pas de valeur monétaire. Cela représente un type de commerce, mais il n'est pas facile de le mesurer. Donc, le commerce physique que nous avons mesuré au passé, par exemple des boisseaux de blé, des citernes de pétrole ou des lave-linges Ardo, c'est probablement ralenti ou est resté au même niveau. Mais le commerce numérique a bondi. Et on a tout simplement du mal à le mesurer. John, merci de votre participation. Merci. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Au revoir.